Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi à l'auditorium de la Fondation Pernod Ricard, donc qui accueille nos programmes de parole. Ces rencontres autour de l'art, de la performance, de la poésie et du son sont très importantes parce qu'ils viennent vraiment prolonger et amplifier notre programmation. C'est un axe important à côté de nos expositions. Et donc ce soir, pour un nouveau cycle, donc Input, que nous avons lancé cette année avec le journaliste et critique Julien Bécourt, nous avons le plaisir de recevoir pour la première rencontre de la saison le réalisateur et producteur Albert Serra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc ce cycle vient célébrer l'union entre les arts visuels et les arts sonores. Et donc l'idée, c'est d'inviter à chaque fois un artiste à nous parler de sa relation avec le son. Donc voilà, on va discuter de ça, mais de plein d'autres choses aussi, j'imagine. Voilà. Merci et bonne rencontre à tous. Merci Antonia pour la petite introduction. Alors j'ai invité Albert pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas flagrant a priori d'inviter Albert pour parler du son. Pourtant, le son occupe une place centrale puisque, y compris dans les dispositifs de tournage, le son et sa manière aussi de filmer est aussi à l'oreille, si on peut appeler ça comme ça, une sorte de tournage où la place du son est cruciale, ne serait-ce qu'avec la voix des comédiens. Je vais juste présenter un tout petit peu un petit récapitulatif du travail d'Albert, que vous devez connaître, mais je vais quand même revenir un tout petit peu sur sa carrière cinématographique. On l'a découvert en France, surtout avec Au nord de Cavalleria. C'était en 2006, donc. C'est un film qu'il a fait connaître directement avec cette adaptation de Don Quichotte et avec toute la singularité d'un auteur avec des images qu'on n'avait encore jamais vues dans un film de cette manière-là, un dispositif comme ça de tournage très particulier. Et derrière, il y a eu Le Chant des oiseaux, un film sur les rois mages, et qui sont dans une errance absolue, comme ça, où déjà se dessinait ce qui va devenir un motif récurrent dans le cinéma d'Albert, des figures comme ça à l'abandon, des figures errantes qui sont dans une espèce d'abandon, comme tu dis, avec des comédiens non professionnels qui sont dirigés selon un dispositif avec 3 caméras qui filment en permanence sur de longs plans séquences. Voilà, donc il avait déjà à cette époque-là mis en place ce dispositif-là que tu as toujours utilisé en fait, même par la suite. Il y a eu quelques films comme Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, Les Noms du Christ et cet énorme morceau de film fleuve qui s'appelle Les Trois Petits Cochons, qui a été diffusé à la Documenta de Cassel sur une commande et où figuraient Goethe, Hitler et Fassbinder. Donc, à nouveau, tu t'attaquais aussi tu mettais en scène des personnages qui ont une importance historique ou sans faire de la mythologie, mais en tout cas des personnalités qui ont une importance historique, on va dire. Et puis, il y a eu Histoire de ma mort, où tu mettais en scène la rencontre entre Casanova, en t'inspirant des mémoires de Saint-Simon, qui rencontrait le comte Dracula dans une espèce de scénographie moitié rurale, moitié... Comment tu définirais? Parce que Histoire de ma mort, c'est un film clé dans ta filmographie. Bon, bonsoir. Oui, moi j'aimais l'idée de que c'était vraiment ce côté décadent de les derniers jours de Casanova. En fait, il y a des livres sur ces derniers jours qu'il a passé dans un palais ou dans une des régions en Bohème, non, en Hongrie, l'actuelle Hongrie, en Pologne, je pense, la Pologne. Et j'aimais ce côté décadent, ce côté de mettre des contrastes avec cette 18e un peu flamboyant, etc., des palais, et après le côté plus sombre et plus décadent d'un type qui est simplement là dans un lieu pourri,
qui rencontre des autres personnages et tout ça. Mais c'était dans ces contrastes que je pense que le film avait des choses et surtout, non, j'ai commencé dans ce film. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a encore des choses dans ce film que je pense que je n'ai pas arrivé à faire une autre fois au même niveau. Non, il y a une innocence, mais en même temps une violence dans la fabrication du film qui est vraiment extrême. Il y a certains moments dans les autres films que j'ai réussi, surtout dans Liberté. Il y avait des moments où cette violence, cette mélange de violence et innocence était là aussi. Mais je pense que dans ce premier film, c'est un film très étrange et visionnaire. Ouais. D'une certaine façon, parce que c'est ça, c'est des sensations vraiment inattendues pour moi en train de les fabriquer, mais aussi dans les images, la façon comment on travaillait les dialogues avec l'acteur principal, c'est quelque chose qui a une influence très forte après. Et c'est assez. Il y a une organicité aussi très très forte, malgré la fantaisie totale de tout ce qui se passe, l'improbabilité de tout ce qui se passe, mais hyper organique tout. Alors, bon, c'est vraiment, comme tu dis, un film inaugural, un film fondationnel d'une certaine façon de voir le cinéma que j'ai développé après, dans plusieurs directions et que je pense que je vais continuer à développer. D'ailleurs, je voulais justement récapituler tout ça. Il y a aussi Singularity, qui était un film qui n'a pas été vu tellement en salle, je crois pas, enfin, à part au feed où il a été diffusé dans son intégralité, qui était aussi un film fleuve. Les Trois Petits Cochons, et c'était aussi un film qui durait une centaine d'heures, donc c'était presque un dispositif de performance, enfin d'installation. Pas forcément, entre pas deux. Forcément. Les visionnages, oui, mais la façon de les fabriquer encore, non, la façon de travailler, c'est la même. Et c'est vraiment là qu'on a appris beaucoup de choses, parce que par exemple, ce film-là, on l'a fait tout avec l'oreillette. Ouais. Tu ne les vois pas, c'est très difficile de comprendre comment ils ont fait ça. Et si je le dis, après tout le monde dit oui, c'est évident. Mais si je ne le dis pas, personne ne le voit. Ouais. Alors, et on a travaillé avec l'oreillette pendant 100 heures. Les films finissaient 100 heures et tout était fait avec l'oreillette. Alors, j'ai bien compris quelle était la logique de l'oreillette. Et avec le dernier film, avec Benoît Magimel, c'est grâce à ce film-là et le travail qu'on avait fait là que j'ai compris comment on pouvait aussi travailler avec lui. Et quels seront les effets, ou comme utiliser l'oreillette, mais en même temps sans tuer certains degrés de liberté. Et c'est tout bien de ce film-là, de l'expérience avec ce film-là. Ça s'est mis en place à partir de Singularity. Oui. Non, Singularity, il n'y avait pas d'oreillette. Les Trois Petits Cochons. Ah, les Trois Petits Cochons. Trois Petits Cochons. Et avec Magimel, vraiment, ça marchait très bien. Parce que c'était grâce à cette expérience. Sinon, on aurait été perdu. Un peu. On n'aurait pas le temps de le faire, de le préparer, de vraiment développer les trucs. Parce que moi, je tourne très rapidement. Je tourne pendant Pacifiction. Oui, c'était 4 semaines. 4 semaines de 6 jours, plus une journée de retakes. Alors, c'est court. Il n'y a pas beaucoup de ça. Tu ne peux pas perdre le temps. Alors... Et alors, qu'est-ce la différence entre, par exemple, Les Trois Petits Cochons, qui est donc sur une durée fleuve comme ça, et un film sur lequel il y a tout autant de rush, voire plus, sur lesquels tu sélectionnes juste 2, 3 heures, 4 heures éventuellement, mais comment se procède, quelle est la différence, par exemple, dans un film comme Les Trois Petits Cochons, que ici peu de gens ont sans doute vu. Oui, mais Les Trois Petits Cochons, c'était un film conceptuel, c'était vraiment où il y avait cette montagne de textes sur Hitler, sur Fassbinder, etc. Et on voulait arriver au but de cette objectivité qu'on traitait les textes sans aucune dramaturgie. Alors, on avait décidé d'y mettre tout le texte, c'est ce qu'on avait dans les livres, chaque livre sur les trois personnages, qui sont des livres très importants. Et bon, on était dans ce côté conceptuel un peu. En plus, ça devait être tourné à la Documenta. Pendant la Documenta, on tournait chaque jour. Et 2 jours après, on montrait ce qu'on avait tourné. On tournait presque une heure et demie de films finis chaque jour, par jour. Avec 2 jours après pour faire le montage image et le montage son. Alors c'était vraiment c'était très dur. Et en fait, je me suis fâché avec une partie de l'équipe. Non, je ne suis pas fâché moi avec eux. Eux, ils sont fâchés avec moi parce que c'était tellement dur et tellement difficile
de tenir ce rythme de tournage que, bon, c'était... Et pour nous, c'était encore intéressant pour les gens qui étaient dans les tournages parce que tu étais à l'extérieur. Et bon, c'est un tournage, c'est pas... C'était dur, mais pour les gens qui faisaient les montages son et les montages images, être enfermés tous les jours, tu sais, avec une pression énorme de finir les films pour le lendemain. C'était très très dur. Et bon, c'était à la fin, c'était dur. Et il y a des gens qui sont partis en fait. J'ai dû changer une partie de l'équipe. Pas très grande, mais je comprenais, c'était pas. Je comprenais que c'était. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'argent, alors c'était. Impossible. C'était impossible. En même temps, c'était drôle parce qu'on tournait pour la partie Fassbinder, on tournait. C'est ça qu'il y a dans mes tournages un peu, qu'il y a des choses qui sont dures et violentes comme je disais, mais en même temps aussi dans la fabrication, mais il y a des autres choses qui sont un peu bizarres et assez étranges, assez drôles et assez, comment dire, joyeuses. Parce que là, on tournait dans la... Moi, j'avais choisi tous les décors, et il y avait une spécialement que j'aimais beaucoup, que c'était un bar, une espèce de bar, boîte, discothèque tout petite, mais très très intouché, nous, des années 70. Qui ressemblait au bar de Fassbinder à Berlin. Oui, qui ressemblait, oui, tous les bars dans plusieurs films de Fassbinder. Alors, et on avait ça, on avait loué ce décor, et évidemment, c'était un décor difficile, c'était parce que ça devait être utilisé pour tourner les films, et on faisait ça, mais en même temps, on l'utilisait comme bar. Nous, ça a été comme une espèce de bar underground pendant tout la documenta. Alors, on faisait en fait tous les vendredis. Nous, on payait tous les boissons pour tout le monde et tout était gratuit parce qu'on ne pouvait pas théoriquement l'ouvrir comme bar. Non, il n'y avait pas les permis pour le faire. Mais bon, nous, parce que le tournage était à la Documenta même, le bar était reconstitué à la Documenta, c'est ça? Oui, c'était l'idée de le faire avec des décors qui sont là. Pour Goethe, pour Fassbinder, aussi pour Hitler, c'était très, très drôle parce qu'il y avait vraiment des lieux. Il y avait une école à la Bauhaus où Hitler il avait fait des discours. Il y avait des images encore de ce lieu-là et c'était aussi reconstruit, mais très fidèlement à le style original de ce bâtiment. Et aussi, il y avait des usines pour fabriquer des tentes, où il y avait les bureaux des usines. C'était vraiment où il y avait des hiérarques nazis à l'époque. Alors, c'était des décors personne ne connaissait tout ça. C'était moi un peu... Bon, personne ne connaissait. Il y avait des gens là qui, évidemment, connaissaient l'histoire de la ville, mais... On arrivait à trouver ce décor et c'était vraiment fascinant parce que tu sentais encore la présence de tous les éléments. Et aussi pour Goethe, évidemment, je ne sais pas s'il a voyagé par là, il était plutôt dans les côtés de Francfort, mais c'est pas loin de Francfort, Kassel. Mais il y avait une espèce de château aussi à la campagne, très très beau. Et on a tourné toute la partie avec des jardins très beaux et tous les côtés de la biologie, de cet intérêt de Goethe, il en parle dans les conversations avec Eckermann. Il y a beaucoup de dialogues qui font référence à la nature, la biologie, etc. Et c'était magique aussi parce que c'était vraiment là, pas loin de Francfort. Et tu t'es appuyé sur les textes Oui, tout était les textes et tout était avec l'oreillette. Et... Comme dire, l'oreillette était intéressant parce que là, j'ai compris quelque chose. Parce que pourquoi tu utilises une oreillette? Tu sais quel serait l'essence d'une oreillette? Il y a plusieurs raisons, mais non, quelle serait la raison objective? Simplement peut-être parce que la personne ne veut pas apprendre le texte, ou parce qu'il n'a pas du temps, ou je ne sais pas. Non, il y a plusieurs raisons pour utiliser l'oreillette, mais pour nous, pour moi, avec Benoît, c'était l'idée de que comme on avait fait parce que là, c'était un montant de textes tellement énorme que les gens n'avaient même pas du temps, et on devait faire tous les jours, on n'avait même pas du temps de lire avant le texte. Le texte rentrait directement en allemand sur l'oreillette. D'abord, on comprenait l'importance de la personne qui lit le texte, qui soit vraiment intelligent et que ça change absolument tout. Si la personne est vraiment douée pour donner le texte, synchroniser, pour synchroniser, pour avoir un côté un peu fusionnel avec l'acteur, là, ça marche. Si ces personnes, et nous, parce que les films encore étaient tellement durs à tourner, on ne pouvait pas avoir la personne tous les jours. Non, parce que on devait changer de souffleur, de souffleur de la personne. Et on devait changer.
Et on sentait vraiment une basse de qualité, non? Une différence de qualité quand il y avait une autre personne qui était moins bonne. Alors, d'abord, ça, c'était très important, mais aussi parce qu'on n'avait pas du temps, même l'acteur n'avait pas du temps de lire avant les textes. Ouais. Et en plus, c'était très intéressant parce que l'allemand, tu sais, la langue allemande, il y a les verbes qui viennent toujours à la fin, non? Ouais, ouais. Alors, il y a certaines phrases, il y a certaines phrases que tu ne comprends pas le sens de la phrase quand tu l'entends, qu'à la fin, oui. Ouais. Tu es en train de dire quelque chose, mais tu ne comprends pas où ça va dans la langue allemande. Ça, c'est différent avec le français, parce que depuis que il y a les sujets en langue latine, tu comprends déjà depuis le début où va aller la phrase. Alors, on a compris avec cette utilisation de l'allemand et aussi cette idée de ne pas connaître, pas avoir lu même une seule phrase du texte avant de tourner, que dans cette hésitation, dans cette inconcrétion, dans cette dépouillement, dans cette abandon aussi de l'acteur qui ne savait rien et qui devait tout recréer, tout composer en thème réel, qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant. Ouais. Parce qu'il devait jouer, comprendre, d'abord écouter, comprendre et assimiler et jouer en millésimes de secondes. Ouais. Tout. Et à fur et à mesure qu'il entendait les textes, il comprenait de quoi il s'agit. Ouais. Toi, tu parles allemand ou Non, mais je suivais avec la traduction à côté et plus ou moins je comprenais. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait. Mais je comprenais ça. J'ai vu comme ça marchait parce que c'était des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des jours en train de faire ça. Alors à la fin, tu arrives pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et avec Benoît, c'était génial parce que j'ai dit, on va faire ça, ça sera la même chose. Non? Et c'était vraiment délirant de le voir parce que lui, il n'avait pas lu le scénario. Il l'avait là, mais je pense qu'il ne l'avait pas lu parce que parfois, il me posait des questions que j'ai dit, non, c'est pas possible, ce que tu me demandes ça si tu as lu le scénario. Non. Après, évidemment, il lisait un peu, je pense, des petits morceaux, il comprenait, il savait les grandes lignes du scénario. Mais, non, alors, lui, et comme j'étais un peu rock'n'roll, et lui aussi, dans le sens qu'il s'en fout de tout, et puis non, il arrive, il dit il faut faire ça ou ça ou ça. Et à début, il me demandait un peu plus de concrétion, mais après, il s'est habitué que la clé, c'était qu'il n'y avait rien, et que lui, simplement, il arrivait, il est à l'oreillette, pas tous les jours, parce que ça serait une autre question, mais qu'il arrivait et il devait commencer à entendre l'oreillette et faire exactement les mêmes exercices qu'on avait fait avec les acteurs à la Documenta, qui n'étaient pas d'acteurs, mais qui étaient des jeunes. J'ai choisi des jeunes intelligents par rapport à la compréhension du texte. Ouais, j'allais te demander comment tu as... cultivés, on pourrait dire, ou qui sont un peu doués pour ça. Ce qui posait des problèmes, parce que parfois les jeunes cultivés, parfois je voulais des jeunes un peu plus primitifs pour jouer certains rôles, et tu sais, tu ne peux pas avoir une personne primitive et qui en même temps est douée pour le langage, tu sais, qui est sophistiqué avec la langue. Alors, ça posait des contradictions. Dans la diction? Oui, dans la diction, tu sais, dans la compréhension, parce que dans les phrases un peu longues, quand il y a des phrases subordonnées, tu sais, dans ce rythme de pensée, qui soit sophistiqué, qui soit vraiment compréhensible. Alors, parfois, il y a un impossible là. Mais... Et c'était aussi l'impossible de Benoît. Non, parce que lui, il était vraiment doué pour la langue, et il est intelligent, il est peut-être l'une des personnes les plus douées avec qui j'ai jamais travaillé. Mais en même temps, pour l'organicité de mon travail, oui, j'avais besoin qu'il devait être en même temps un peu, un peu comme ça. Il devait perdre le contrôle de son propre image. Il devait vraiment être un peu abandonné sur les scènes. Non? Et ça vient, parce que peut-être j'ai vu là qu'il y avait une photo là, de la pièce de théâtre. De la pièce de théâtre, simplement pour comprendre le concept, parce qu'il vient de là. Parce que j'avais fait des trucs bizarres dans cette pièce de théâtre qui était à la Volksbühne en Allemagne et il a été très controversé, très critiqué, très mal reçu. Je voulais y arriver justement parler parce que oui, mais je te dis quelque chose par rapport à ça. Simplement la phrase, parce que la phrase est géniale et tu comprends tout. Et ils ont fait une mauvaise critique, une très mauvaise critique une critique en Allemagne, en Allemagne, et qu'il a intitulé la critique 12h30 ou 3 heures d'acteurs abandonnés sur les scènes. Non? Et j'ai dit,
putain, c'est exactement la sensation que je voulais chercher. Tu sais, Ouais. et lui, les racontait comme un côté négatif, non? D'un point de vue négatif, c'était une mauvaise qualité, c'était pas une qualité, c'était un défaut de la pièce. Et moi, je disais, ça, c'est exactement ce que tu cherchais. Alors là, il y a quelque chose, quand j'ai travaillé avec Benoît, qui ça a été sophistiqué pour chercher cette organicité, ce côté primitif de sa façon de jouer, mais en même temps avec une tête très, très sophistiquée, avec un texte assez intéressant souvent, ou assez, qu'il y avait plusieurs couches, et qu'il y avait, que c'était assez, riche de détails. C'est difficile d'avoir tout en même temps. Mais avec l'expérience de tout ça et cette idée de les mettre sur les scènes sans rien savoir, qui doit tout faire en même temps, non? Comprendre, écouter, comprendre, assimiler, jouer. Non? Et là, lui, vraiment, et ça c'est l'une des clés du film, je pense, c'est qu'il perdait le contrôle de son image. Même si après tout a l'air d'être très, très, très composé dans les films. Mais là, non, il perdait le contrôle parce qu'il ne pouvait pas faire tout en même temps. Il ne pouvait pas, c'est impossible pour la tête. Mais tout ça vient de l'utilisation de l'oreillette dans les trois petits cochons, que j'ai compris ça. Et c'est jamais un obstacle, c'est-à-dire excusez-moi, parce que personne utilise, je pense que personne n'a utilisé l'oreillette avec un acteur où l'acteur il ne sait pas, même pas qu'est-ce qui va arriver. Qui est cette personne qui a lui en face de lui? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Quelle est les scènes? C'est quoi les sujets de les scènes? C'est quoi l'argument de qu'est-ce qui va arriver? Je pense que ça doit être assez rare, ou assez, je dirais peut-être, ça n'existe pas, dans un tournage contrôlé, un tournage normal, où on a utilisé l'oreillette, mais avec cette condition si extrême de rien savoir. Vraiment, les autres personnages qui sont sur les scènes. Oui, il voulait dire quoi, il vient d'où? Évidemment, si c'est un militaire, tu comprends que c'est un militaire parce qu'il est habillé comme un militaire. Mais parfois, il n'y avait pas. Et en plus, il y avait plein de personnages qui s'étaient improvisés dans les scènes, qui n'étaient pas dans les scénarios. Alors. Et je pense que ça doit être choquant. Personne ne l'a fait avec cette radicalité, je dirais. C'est la question de l'improvisation aussi, ce que tu donnes, justement, qui n'est pas de l'improvisation. La performance. Oui, c'est ça, une performance. Mais parce que tu disais qu'il n'y avait pas d'autres... Dans les films, en général, ça peut se produire, mais d'une manière, justement, où on laisse l'acteur, où il n'est pas du tout abandonné, justement, où il est très contrôlé dans son propre jeu d'improvisation. Tandis que là, il n'y a pas ça non plus. La seule béquille est auditive. Oui, et c'est un paradoxe aussi, parce que, tu sais, lui, il est abandonné, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est très transcendant, parce qu'on ne va pas le répéter. Je tourne qu'une seule fois. Alors, si c'est raté pour toujours. On n'y a pas... Alors, c'est une espèce vraiment de sensation assez comment dire, risquée ou assez tendue, ou assez... Même pour moi, parce que je l'abandonne et en même temps, c'est tellement important ce qu'il est en train de faire que... Non, et comme supporter l'absence de contrôle sur certains moments qui sont si importants, qui sont si décisifs pour la qualité du film, pour la qualité finale du film, ou même pour les structures du film. Non, il y a des moments où tu vas jamais tourner ça une autre fois, c'est impossible, je sais pas, dans les vagues, dans certains dialogues, certains moments, quand c'est fini, c'est la journée. Et moi, j'aime pas de répéter, je pense que c'est un peu, si on répète la même chose, ça marche pas, parce que l'acteur, c'est déjà... Évidemment que l'acteur, il peut améliorer un petit peu ce qu'il a fait la première fois, et les défauts, les éliminer, tout ça, mais ça ne marche pas toujours comme ça. C'est rare qu'il y ait une deuxième répétition qui puisse garder les qualités de la première prise et en même temps effacer les défauts. Après, ça veut dire que l'acteur commence à prendre le contrôle à nouveau de son image pour faire ça. Parce que sinon, il ne peut pas le faire. Alors, moi, je préfère de rester dans cette paradoxe vraiment de la vraie performance, que c'est unique, que ça ne va jamais, c'est la fatalité totale. Non, c'est pour ça que c'est transcendant, et c'est pour ça que, d'une certaine façon, l'acteur prend un volume et une importance si grande. Malgré qu'il peut faire des banalités, ou des choses même ironiques ou ridicules. Mais c'est cette paradoxe de transcendance et absence de contrôle qui les rend vraiment, grand. Non? Et comme tu as travaillé aussi avec Jean-Pierre Léaud, je pouvais
faire une espèce d'aller-retour entre les deux, parce que c'était pas le même dispositif de tournage sur la mort de Louis XIV, donc c'était le même dispositif, mais il y avait également l'oreillette déjà qui était en place aussi. Non, il n'y avait pas ça. On n'a jamais utilisé l'oreillette. Ouais. Non, l'oreillette, on l'a utilisée qu'avec Benoît. Oui, c'est ça, ouais. Mmh. Et on l'a utilisé peut-être, je ne sais pas, 40% des scènes du film. Ouais. Il y avait des autres scènes, précisément, on l'utilisait parce qu'après il arrivait à une dure, il disait « Ah, c'est où l'oreillette ?» Je disais « Non, non, il n'y a pas d'oreillette aujourd'hui. » Et il disait « Putain, où est le texte ?»« Non, non, il n'y a pas de texte non plus. Je te raconte ce qu'il faut faire et tu le fais très rapidement et c'est fait. » C'était au jour le jour. Oui. Ouais. Mais pour l'aider un peu, quand j'ai fait ça, je lui disais toujours, par exemple, est-ce que tu te souviens de ce dialogue que tu avais fait la première semaine, tout ça? Essaye de répéter ça. Ouais. Mais il avait un souvenir, je ne sais pas, un peu lointain, un peu vague et tout ça. Mais quand même, il y avait une concrétion, non? Parce qu'il avait déjà fait quelque chose par rapport à ce sujet de dialogue, mais il ne se souvenait pas exactement, mais il était obligé de le faire. Alors, c'est encore une autre façon de faire cette distance, de l'obliger, de l'abandonner, parce que vraiment, tu sais, tu ne peux pas l'aider beaucoup en lui disant qu'il fera un dialogue qu'il a fait les premiers jours. En plus, lui, il est très instinctif. Il n'a pas, comme dire, une mémoire très très forte sur tout ce qu'il a fait. Il est vraiment sur les scènes physiquement. Ouais. Alors, mais en même temps, comment dire, j'évitais, non, comme j'évitais l'effet de devoir lui parler du dialogue en concret les mêmes jours, des secondes avant qu'il sorte sur scène. Alors, c'est très important ça, parce que si je lui dis quelque chose, là, non, et on commence à tourner par rapport à des idées concrètes, des dialogues, etc., ils sont trop proches à les moments de tourner. Ils sont trop... ça ne va pas marcher. Il va marquer tout ça. Il y aura, tu sais, il n'y aura pas la bonne distance et il va garder le contrôle. Parce que c'est trop proche quand je lui ai dit ce qu'il faut faire à les moments de le faire. Et c'est trop concret. Presque inconscient, quoi. Inconsciemment, il y a des choses qui ça doit s'éloigner, c'est pour ça que je dis toujours, moi je dirige jamais les films là, quand je suis là, non, il n'y a jamais dans les sets, de moteur ou de... Non. Non. Ouais. Et je dirige, non, je sais pas, toujours avec une distance très très forte, soit physiquement, parce que je ne suis pas là dans les décors. Quand j'ai parlé de ça, c'était notre dur, ou des temps. Parce que quand je dis quelque chose que je sais que ça aura un effet sur une scène concrète, je le dis peut-être il y a quelques semaines avant ou quelques jours avant. Tu sais, il faut garder cette distance pour vraiment abandonner, pour abandonner l'acteur et pour qu'il puisse pas contrôler, pour qu'il n'ait pas puisse contrôler son propre image et un peu les films, non? Mais je me demandais, il ne posait jamais aucune résistance, c'est ça? Tu lui as fait une confiance aveugle au départ. Est-ce que tu as choisi un casting si important? C'est ton problème. Tu ne peux pas l'éviter. Alors, il faut trouver des solutions, je veux dire. Je l'ai fait beaucoup de fois, j'ai vidé dans les montages, je veux dire, des acteurs qui, je pense, qui marchaient moins. Parce que moi, y compris dans Pacifiction. Oui. Parfois, c'est pas la faute de l'acteur. Même si l'acteur est génial, le dialogue ou ce que j'ai pensé sur merde, il va rester. Mais il doit être génial. D'accord. Tu sais, parce qu'il doit vraiment, comme dire, surmonter tout ce que j'ai pas fait, tous les désastres que j'ai préparés. Alors, il pourrait encore être là, mais normalement, c'est à l'inverse. Tu sais, que les choses sont assez bien placées, ou conceptuellement sont assez bien préparées, mais l'acteur, peut-être, il ne comprend pas le système, il n'a pas du temps simplement, pendant 4 semaines, vraiment de trouver je sais pas, le style, son propre style qui marche en cohérence avec les films, l'ensemble du film. Alors, oui, ça peut arriver, mais c'est pour ça. Parfois, par exemple, l'une des techniques que j'utilisais toujours, quand j'étais hésitant avec une personne du casting, je prenais toujours 2 personnages qui faisaient le même rôle ou des rôles similaires. Parce que je ne savais pas. Pas une doublure, mais tu as 2 comédiens qui jouent. Une doublure, presque, tu ne sais pas, tu ne comprends pas exactement. Mais pour avoir les ressources dans les montages, d'en éliminer une et de garder l'autre.
Ah, tu as toujours un comédien Pas de rechange. toujours, mais quand j'ai des hésitations dans les castings, vraiment, au début, je prends 2 personnes. Et après, en fonction de ce que je vois, surtout dans la première partie du tournage, procède par élimination. oui, je peux commencer à éliminer. Et c'est aussi intéressant parce que après, je mélange un personnage, si tu le divises en deux, Ouais. tu peux tout mélanger, tu peux faire un chaos beaucoup plus fort que si c'est un seul personnage, non, joué par un seul acteur, non, et dans une, non, dans En même temps, tu peux pas totale. avoir deux fois Benoît Magimel. Non, Benoît Magimel, non. C'est Ou deux pour ça fois que j'ai Jean-Pierre dit Léaud. qu'avec certains acteurs, je ne peux pas les faire. Il faut accepter, tu as fait un choix, tu ne peux pas les virer. Ouais. Non, mais dans l'histoire de ma mort, par exemple, Ouais. là, il y avait 2 filles. Non, il y a un moment où si tu te souviens du film, Ouais. dans la deuxième partie, il arrive dans une maison où il y a la mère, non, Oui, il y a deux filles. ouais. Non, et c'était ça, dans les castings. Moi, je faisais les castings et je ne pouvais pas me décider pour l'une des 2 filles. Ouais. Je ne savais pas quelle serait la meilleure. Ouais. Et j'avais peur de me tromper. Et je dis, on prend les 2 et on fait 2 personnages différents. Dans les scénarios, il n'y avait qu'un personnage. Ah oui, tu les as dédoublés, quoi. Oui, de doubler, des personnages différents, de ça. Et à la fin, les 2 sont géniaux dans son rôle séparé. Mais ça pourrait arriver, comme il est arrivé dans des autres moments, où j'ai simplement éliminé une. Ouais. Mais c'est pour ça que... Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que j'ai pu mettre des traits d'une dans l'autre. Ouais. Et de l'autre dans une. Alors, les personnages deviennent en soi moins cohérents, Ouais. mais plus riches. Précisément à cause de ça, c'est plus riche parce que c'est moins cohérent, mais c'est plus organique et plus intéressant. Ok, il y a un problème, c'est risqué, parce que ça peut devenir, comme dire, totalement incohérent du point de vue psychologique. Même dans la trame, tu te dis, ça c'est... Non? Et ça arrive. Ouais. Et moi, je les trouve, par exemple, si vous avez vu les films de Scorsese, les derniers films, Ouais. les personnages de... Il y a plusieurs incohérences là, mais surtout les personnages de Robert De Niro, quand il est à la prison, tu ne comprends rien. C'est tellement incohérent avec tout ce que tu as vu avant que tu ne comprends pas si c'est une caricature ou pas, ou si soudainement les personnages deviennent une caricature de lui-même. Ouais. Parce que parfois, il y avait des moments où le film était un film parfaitement réaliste, avec des personnages parfaitement cohérents, avec une espèce d'intrigue par rapport à les côtés criminels, etc. Et là, ça devient comme une espèce de caricature. Et tu comprends que c'est pas fait exprès. Je sais pas, je sais pas, peut-être c'est un montant d'éléments. Aussi, le jeu d'acteur qui est assez incompréhensible. Mais c'était pour dire que ça peut arriver, c'est risqué, ça peut arriver les moments où ça devient trop incohérent. Je pense que c'est ça, juste c'est à la pas les mêmes lisière, problèmes, en fait. parce que pour moi, ça serait le côté que c'est très chaotique et simplement, on ne peut pas arriver après à les convertir en quelque chose d'homogène, non? De récupérer l'homogénéité du personnage avec le corps de l'acteur et tout ça, et ce qu'il dit, de récupérer l'unité du personnage. Mais, dans le cas de Scorsese, je ne sais pas, c'était des autres problèmes, j'imagine. Mais avec moi, ça peut arriver que tu ne peux pas récupérer l'unité. Et ça m'est arrivé aussi, et ça a été, tu sais, ça a été la cause aussi de qu'on a envoyé, on a rejeté des personnages dans les montages à cause de ça, parce que c'était trop incohérent. Plus. Ouais. Oui, trop incohérent. Ouais. Si ça aurait marché, ça aurait été génial. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Ouais. Et ça se joue à très peu de choses, en fait, à chaque fois. Oui, bien sûr. Parce Ça, que, en fait, c'est pour revenir au son et à ce que ta perception du tournage qui est très liée à ce que tu entends, puisque tu n'utilises pas de combo. Donc, tu vois les images qu'au montage, mais c'est au montage que, par contre, tu visualises ce que tu ne pouvais pas, toi, visualiser ni à l'œil, ni à l'oreille. Oui, parce que je l'ai fait exprès. Dans les tournages, si je regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il y a les scènes, il y a les acteurs là qui sont en train de jouer, si je regarde, je n'entends pas les sons. C'est-à-dire que je vais loin et je ne vais pas écouter les sons. Ça, je le fais toujours maintenant. Et si je veux entendre les sons, c'est-à-dire ce qu'ils disent dans les dialogues, je tombe dedans. Je ne veux pas regarder ce qu'ils font. Alors, j'ai jamais, maintenant, jamais, par exemple dans Pacific Fiction, j'ai jamais eu, et aussi dans Liberté, aussi dans tous les films, hein, mais ça a radicalisé avec le temps, cette façon de procéder. Et je ne veux pas l'image complète. Si j'ai les sons, j'ai les sons. Si j'ai l'image, j'ai l'image. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Je ne veux pas l'information complète. Et la raison, évidemment, c'est encore la même. Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive à la fin qui est cohérent et tout ça, il est bon, ça ne sera pas à cause de moi. Et ce ne sera pas moi qui a, comme dire,
tout est, comment dire, l'innocence et vraiment les côtés, comment dire, violents, agressifs du truc. Parce que si tu regardes les deux, tu vas inévitablement penser que tu as un contrôle aussi sur le film. Non? Comme l'acteur qui peut penser s'il a les textes, s'il sait qu'il doit faire, s'il connaît les personnages, il aura un contrôle sur les scènes. C'est inévitable. Alors, moi, je ne vais pas non plus avoir un contrôle sur ce qui se passe là. Alors, je dois me... Comment dire, oui, parce que ça ferait un film totalement différent, en fait. Oui, c'est pas mon style, c'est ennuyant en plus. Oui, il faut... Et d'une certaine façon, quand l'acteur voit ça, non, moi-même, je n'ai pas le contrôle du film, tu sais, il y a une certaine espèce de cohérence, une espèce de... Je sais pas, de communion entre la façon de travailler de l'acteur et ma façon de travailler. Il s'adapte toujours très vite. Parce qu'ils comprennent ça. Ils comprennent que ça marche comme ça. Alors, j'ai jamais trouvé des acteurs qui n'ont pas compris ça. Et je pense que tous les acteurs que j'ai travaillé, ils se sont adaptés tout de suite. Mais tu es toujours en son direct. Et aussi avec Jean-Pierre Léo, si on en parlait de ça, c'était comme ça. Oui, peut-être le premier jour, oui, peut-être il y avait une espèce de malentendu permanent, mais c'était que le premier jour. Après, tout de suite, il a compris que ça marchait comme ça. Et évidemment, ça représente une espèce de libération aussi pour l'acteur. Il ne faut pas mépriser non plus l'avantage de cette libération totale. Évidemment, l'acteur est quelqu'un toujours fragile. Et toujours un peu, non, qu'il a besoin de, comment dire, un peu de sûreté, il a besoin de... Mais en même temps, dès qu'il accepte intérieurement, non, d'une façon presque physique, cette angoisse extrême, qui est beaucoup plus forte que dans un film normal où tu peux contrôler, comme je dis, les éléments, soit les textes, soit je sais pas, la trame. Non, dès qu'il accepte, non, il accepte, il s'habitue à vivre avec cette tension interne. Au bout d'un moment, il se libère parce que tu ne peux pas être tout le temps avec cette tension. C'est impossible. Tu partirais, tu sais. Donc il finit par lâcher prise. Oui, c'est ça. Il est livré à lui-même et il finit par lâcher prise. Mais tu dis souvent... Mais la tension, après, c'est mon travail de que la tension et que cette vraiment angoisse ne disparaisse pas, qu'il n'arrive pas à se libérer complètement parce que, sinon ça ne marche pas. Sinon, il récupère le contrôle. S'il se libère complètement... Non, il récupérerait le contrôle, mais de l'autre côté, pour la porte d'arrière. Alors, mais il ne faut pas non plus. Alors, c'est toujours un équilibre, une tension étrange, comme je disais au début, de ça, de les faire perdre le contrôle, mais en même temps, tu sais, aller dans les ultra concrètes et ultra organiques. Parce que c'est très facile de perdre le contrôle et rester dans une espèce de banalité. Et ça arrive toujours. C'est pour ça que j'ai 3 caméras et j'ai 500 heures de rushes. Parce que, parce qu'il y a 500 heures de rushes, il y a 520, il y a 518 heures de banalité. Parce que sinon, il serait dans les films. Non? Alors, s'il n'est pas là, c'est parce que c'était pas bon. C'était banal. Alors, c'est-à-dire, il faut aussi accepter cette espèce que ça va arriver. Et c'est pour ça aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas avoir, c'est l'une des autres raisons aussi importantes pour moi, je ne vais pas avoir l'image complète quand je tourne, c'est-à-dire le son et l'image, parce que ça me déprime. Parce que je vois que ce n'est pas bon, ça me déprime, non, je perdrai la confiance. Et au moins, si tu ne vois pas, si tu ne regardes pas, si tu penses toujours mieux, tu es toujours optimiste. Tu penses que ce que tu ne vois pas ou ce que tu n'entends pas, c'est génial. Et tu continues comme ça, tous les films. Mais à la fin, normalement, je pense que j'étais chanceux parce que j'avais raison. Il y avait des choses géniales et c'est les films finis. On les trouve dans les films finis et ça marchait assez correctement jusqu'à maintenant. Dans le sens que je pense que tous les films que j'ai faits, ils sont intéressants. Tu sais, il y a quelque chose, un film c'est mieux, je préfère une ou l'autre, ou il y a toujours des fautes et des défauts, mais il y a toujours des choses intéressantes. Tu sais, c'est pas banal, complètement banal. Et c'est aussi, tu parles souvent de ça, de comment tu arrives à faire qu'un comédien, donc là je parle des comédiens professionnels, face à des comédiens qui ne le sont pas, comment tu arrives à faire émerger quelque chose qui est d'être lui,
c'est-à-dire à la fois son personnage, mais d'être aussi quelque part, de chercher la faille, d'être ce qu'il veut cacher. Donc il y a aussi cette part-là très importante dans ton cinéma, c'est de montrer ce qui est invisible à l'œil. Oui, ça je l'ai raconté beaucoup de fois. Oui. Évidemment, tous les systèmes partent de cette idée. Oui. Tout mon système marche parce que c'est ça exactement. Que moi, je suis complètement convaincu et j'ai fait le test scientifique qu'il y a la plupart des grandes qualités dans un film et dans l'image de mes films, et je pense que dans la plupart des films sérieux, tu ne peux pas voir ces qualités avec les yeux. Oui. C'est impossible, ils sont invisibles. Oui, oui. C'est qu'avec la caméra, et c'est que la caméra il a enregistré, que tu peux vraiment voir ça. Bien sûr. Alors, si les yeux sont inutiles, les yeux humains, pour certaines questions physiques et psychologiques aussi, s'ils sont inutiles, pourquoi les utiliser? C'est absurde. C'est la caméra qui doit enregistrer, parce que c'est là où il y a ces qualités invisibles. Ce n'est pas moi qui va les... Quand je dis moi, je dis qu'il n'y a aucune personne qui peut le voir. Oui, bien sûr. Mais après, évidemment, il y a des films que tu peux utiliser les yeux, et on s'en fout complètement si tu utilises les yeux ou pas, parce qu'il n'y a aucune qualité. C'est la plupart des films. Alors, évidemment, il n'y a rien. Alors, tu peux utiliser les yeux, oui, tu as tout bien regardé. Les yeux, on vient découvrir tout. On vient découvrir tout. Parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Alors, tu n'as pas besoin de la caméra même. Ouais. Tu pourrais avoir... Non, tu pourrais avoir le scénario, lire le scénario, tu es tranquille, tu as tout découvert, tu as tout fait, c'est parfait. Oui, justement, c'est une démarche... Mais si tu mets les caméras, c'est parce qu'il va faire un travail qui c'est un travail incompatible avec... Bien sûr. Ça, tu en as souvent parlé, j'ai pas envie de plus prolonger là-dessus. C'était plus pour aller plus loin sur, au niveau du montage, comment, une fois que tu as toutes ces rushs, c'est plutôt comment se fabrique, c'est-à-dire que y compris avec la musique, comment tu construis la mise en scène aussi avec le son, qui n'est pas forcément seulement les dialogues, comment tu arrives à fabriquer une mise en scène à partir du son, à partir aussi de la dernière phase de pacification, mais aussi dans d'autres films. D'abord, c'est des choses, moi je sélectionne les choses que j'aime, et normalement c'est lié à des choses qui font les acteurs, des moments d'originalité des acteurs, où ils arrivent à créer une atmosphère assez mystérieuse, même pour moi. Et je les regarde, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça, il y a quelques vibrations intéressantes. Et normalement, ce genre d'image qui m'intrigue à moi, comme réalisateur, non, comme l'acteur arrivé à ça, ça, c'est d'abord le premier choix. Et je commence, non, évidemment, avec des cahiers pleins de notes. C'était des cahiers de 350 pages, les derniers films. Des cahiers vraiment, si je vous montre ça, vous flipperez. Non, vraiment, je pense qu'à ce niveau, aussi les transcriptions des dialogues. Parce que c'est tellement complexe tout que sans la transcription des dialogues, on ne peut pas monter, on ne commence pas. Et ça dans tous tes films? Ça a radicalisé. Oui, la base était ça. D'abord, dans un ordre de cavalerie, on était obligé à commencer à transcrire des dialogues. Parce qu'on ne pouvait pas monter sans la transcription. Montant tellement, quand tu fais 40 minutes d'une scène, tu as complètement oublié ce qu'il a dit au début. Tu ne peux pas monter sans la transcription. C'est impossible, il n'y a personne dans la capacité pour faire ça. Alors, c'est que et ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, c'est toujours en fin de journée, c'est envoyer, exporter les sons pour que quelqu'un commence déjà à transcrire. Systématiquement, tu retranscris ce qui a été filmé dans la journée, les dialogues. Sinon, on ne peut pas monter. C'est impossible, personne ne peut monter ça. Et ça te sert de point de repère après pour le montage. Tu peux noter où sont les choses, et sinon, c'est impossible, tu perdrais. C'est pour ça que quand je vois les films qui montent qu'on monte des films conventionnels, je trouve ça tellement enfantin, tellement ridicule. C'est comme pour ça pourrait le faire un enfant de 5 ans. Tu veux dire tu ne dois pas être intelligent, tu ne dois pas avoir de la fantaisie, tu ne dois rien faire. Oui, que tout est donné. Tout est donné, alors c'est comme mécanique. C'est flippant. Et ils sont payés pour ça. Tu dis... Non, vraiment, ça c'est choquant. Parce que c'est un niveau, comme dire, de plate, non, de platerie ou de platitude. Platitude qui...
Là, tu te réfères à la plupart de la production cinématographique actuelle. Tu parles d'ensemble ou de... Oh, oui, en général, des films qui sont tellement... Non, surtout des films que... On a un scénario, on tourne le scénario, et après oui, on montre ce qu'on a tourné, que tu es déjà dans le scénario. C'est-à-dire une façon de travailler que ça ne m'intéresse pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'inattendu, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. C'est rare qu'il y ait quelque chose avec ce système. Ça peut arriver, je ne dis pas le contraire, surtout dans des... Comment dire, dans des films d'une tradition d'une homogénéité extrême et où tout ça c'est hyper maîtrisé et où cette espèce de maîtrise ça fait partie de l'ensemble, non? Une espèce de monde vraiment fermé, mais pour moi c'est un peu ennuyant et tout, ne sais pas. Mais y compris, je voulais... Parce qu'il n'y a pas de mystère, c'est ça le problème. Ouais, ouais. Tu sais, tu ne trouves pas des moments où tu... D'inconnu. Où tu es vraiment étonné que tu ne comprennes pas quelle est l'atmosphère du film. Quelle est l'atmosphère de cette image, alors? S'il n'y a pas ça... Ouais. Mais de la même manière, l'usage de la musique dans tes films a une importance aussi particulière parce que dans le montage, elle est justement à l'inverse des conventions justement illustratives de la musique. Dans la plupart des films, ils servent à illustrer une séquence ou elle vient se greffer après coup, après le tournage. J'ai le sentiment, après tu vas me dire peut-être que c'est erroné, que dans tes films, il y a une recherche aussi des points, des punctums comme ça dans le film où la musique, je pense... notamment dans La mort de Louis XIV, où il y a tu fabriques une sorte d'atmosphère que la musique opère, mais pour la couper systématiquement, pour ne justement la briser. Oui, parce que normalement, tu sais, la fonction de la musique dans mes films, ou la musique, pour moi, musique et son, c'est la même chose déjà. Oui, bien sûr. Tu sais, moi, je travaille tout ça du son et de la musique comme si tu étais vraiment un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui a, surtout avec de la musique symphonique, où il a plusieurs couches, non? Plusieurs instruments qui sont un peu plus éloignés, une donne une espèce d'émotion plus harmonique, l'autre donne un autre genre d'émotion, l'autre donne... Non? Et tu es là. Et tu dois conduire, organiser, parce que pour les chefs d'orchestre, il n'y a pas de musique. Il n'y a que du son. Ça, c'est difficile à comprendre pour les gens normaux. Mais quand un chef d'orchestre dirige, il écoute des couches de sons ensemble hyper complexes, avec une complexité que seulement lui peut arriver à gérer. Et à gérer en temps réel, non? Et avec la perception la plus aiguë et la plus complexe de tout cet ensemble. Mais pour lui, c'est pas qu'il doit, je sais pas, donner une mélodie, une musique. Non, il travaille avec les sons. Et à la fin, il sait avec la confiance que l'ensemble de toutes ces couches, ça va donner de la musique. Mais lui, il est pas avec la musique avant. Oui, bien sûr. Tu sais, ça arrive après. Et ça arrive, et quand la musique arrive, il a disparu dans sa tête parce qu'il est déjà concentré dans les couches, la nouvelle couche, non, il est toujours... C'est pour ça que quand tu vois diriger les chefs d'orchestre, ils sont toujours en avance. Et c'est pour ça que ça doit être du son pour lui. Parce que s'il faisait de la musique... Il anticipe déjà. Ça, il devrait aller exactement en même temps que l'orchestre qui joue. Alors c'est impossible. Mais ça, tu peux pas l'appliquer au cinéma. Oui, tu peux. Parce que du point de vue de la complexité, c'est exactement la même chose. Mais tu dois t'obliger à te mettre dans cette position. Et aussi, évidemment, pour ne pas créer des significations sonores en avance. Non? Parce que si tu crées ce genre de significations sonores en avance, ça c'est déjà, comme dire, souligner quelque chose. C'est-à-dire que tu es trop assuré ou trop confortable avec le rôle du son dans ces moments. Dans les scènes. C'est pour ça, évidemment, que dans mes films, la musique et les sons et tout ça, c'est fait à la fin. En général, dans tous les films, c'est fait à la fin parce que les montages son a besoin de montage d'image pour ne pas travailler dans l'aveugle. Mais bon, moi, je voulais le faire encore créer un peu plus de violence avec les sons et commencer à les obliger à faire des choses qui ne sont pas dans les films, avec des scènes et des moments qui ne seront pas dans les films finis, montage image. Mais ça crée trop de tension avec les gens du son parce que je les faisais travailler trop pour des choses qui ne sont pas là. Mais il y avait des moments où vraiment, comme dans les tournages, ce que j'ai raconté avant, il y avait des choses que si tu as déjà l'image figée, tu ne vas jamais trouver la même chose.
Alors, tu utilises quelque chose pour une image figée qui, à la fin, n'est pas dans le montage, mais peut-être une idée à un moment du son de cette couche, tu pourras la plier à une autre image complètement différente, mais qui, lui, va rester dans le montage fini. Alors, mais ça avait des limites, parce que les limites, c'est le travail. Et les gens du son, c'est tellement angoissant et tellement, tu sais, fatigant de faire le montage son, parce qu'il y a plein de détails. Et ça, c'est vraiment des Chinois, tu sais, un travail des Chinois, parfois. Ça peut arriver parce que, non, tu as l'image, à moins dans mes films, non, il faut aller dans tous les détails, c'est beaucoup de travail. Et en plus, le faire pour des scènes ou pour des images qui ne seront pas dans les films finis. Non, oui, c'est demander trop de travail, trop de boulot. Mais j'ai découvert que c'était plus intéressant si on arrive à le faire parfois. On trouve des solutions plus originales parce qu'on n'est pas dans le contrôle de l'image. Alors, tu es vraiment comme dans la position de ce chef d'orchestre qui doit créer des choses en temps réel. Et qui a cette couche, mais qui ne peut pas contrôler, qui ne peut pas donner déjà la musique faite. Oui, bien sûr. Non, comme si c'était déjà les sons faits pour une image qui est déjà aussi faite. Non, ça doit être dans une tension permanente. Mais en fait, il y a quand même c'est difficile à comprendre ça. Non, je comprends. Évidemment, il y a une façon de travailler d'une façon intéressante, que tu peux faire la même chose d'une façon plus pratique, que c'est qui font les plupart des gens aussi, mais ici peut-être d'une façon plus radicale. C'est que tu as construit cette musique qui a déjà apparu dans les montages par une espèce de, de confort, parce que tu ne peux pas éviter de casser tout le temps. Tu peux aussi les casser un peu dans les mixages. Oui, c'est ça. Tu peux détruire ce qui allait trop loin dans le côté de la cohérence, le côté qui est trop, agréable, non, à la perception et agréable trop cohérent avec l'image, déjà trop assimilé, trop. Tu peux casser un peu dans les mixages. Mais après, il y a aussi c'est pas l'idéal. Tout ce jeu sur la désynchronisation, enfin de créer une... bon, là, je fais référence, par exemple, à la scène finale de Pacifiction. La musique prend petit à petit le pas sur le... dans tes films, souvent, c'est soit enfin, les sons d'ambiance, le silence, enfin, les dialogues. Là. Et après, il y a quelque chose qui intervient, où la musique vient rajouter une strate qui quand même joue beaucoup sur l'atmosphère. Parfois, c'est ça. Je dis, c'est un peu snob, là. Parce que même si tu veux le faire dans cette façon... Oui, de ma part. Non, de les mixages finis. Il y a des choses géniales dans les films que je pense qui sont géniales au niveau du mixage. Mais c'est un parti pris. Oui, montage son et mixage. Mais là, peut-être c'était un peu, je ne sais pas, on n'était pas très en forme, je pense. Mais parce que c'est trop évident. Tu veux dire une solution de facilité. C'est trop cohérent, oui, c'est trop cohérent avec, cette côté désarticulé de les images, non? Où le personnage, soudainement... non, il était quelque chose de cohérent, soudainement il est là, c'est une espèce de fantôme dans l'intérieur des images, non? Petit à petit. Et peut-être, je ne sais pas, la musique, ça devient aussi le même fantôme, c'est très cohérent, c'est très... Je ne sais pas. C'est difficile à faire ça, parce que tu ne sais jamais quand c'est trop et quand c'est pas... Et comment tu procèdes, par exemple, tu consultes, puisque tu travailles avec Marc Verdaguer depuis longtemps. Est-ce que c'est toujours avec lui, vous consultez, où il sait exactement vers où tu veux aller? Non, je ne sais pas. Moi, déjà, ils ont des enregistrements depuis 20 ans, complètement hétérogènes et des choses sans aucune direction et sans aucun intérêt. Et moi, j'ai toujours ça, et même vois toujours comme ça, mais complètement random, non, pour dire, arbitraire. Oui, j'écoute là, et si jamais je trouve que je dis, peut-être ici il y a quelque chose, fais là, mais un peu plus cabaret, ou un peu plus, je sais pas, un peu plus abstrait, ou un peu plus mélodique, ou un peu plus, non, mais des idées dans total, dans la verle, parce qu'on est en montage du film. Et moi, j'essaie toujours de monter les films sans aucune musique et avec un son hyper simplifié. Parce qu'avec ça, tu vois vraiment que l'image non, il a un côté sec, l'image, que peut-être tu peux être intéressé à regarder après. C'est-à-dire, pas y ajouter du son. C'est-à-dire, pas y ajouter, la sensualité du son. Non, d'un montage son ou d'un mixage son sensuel. Non? Alors, quand il y a ça déjà dans cette côté sec,
Bon, tu sais, c'est comme le café. Tu sais, tu prends le café avec du sucre, non? Un espresso. Et soudainement, quand tu es jeune, après, petit à petit, tu t'habitues à les mettre moins de sucre. Et après, si tu prends un café 5 ans après qu'il a de sucre, tu fais... non? Et tu vas vomiter. Parce que tu t'es vraiment habitué à quelque chose qui est plus sec. Ouais. Et tout ce qui est sensuel, ça ne marche pas. Ouais. Parce que tu es vraiment dans une espèce de matière très, très essentielle, oui. Ouais. Et aride, mais essentielle. Ouais. Et tu ne veux pas... Tu veux pas rajouter des... Tu veux pas de décor, le côté décoratif. Tout ça a l'air d'être décoratif après. C'est ça le problème du son parfois, qui peut donner la sensation d'être décoratif. Et quand je disais snob, là... concrètement ce moment, que c'est très beau et c'est très bien fait, mais en même temps, quand tu parles de quoi? De ces moments dans la discothèque, oui, cette espèce de dissolution du son, que c'est comme une espèce de voix qui sont dans sa tête, ils ne comprennent pas si elle entend ses voix, ou la perspective est complètement... comme un état mental. Oui, parce que tu vois qu'une personne parle là, mais il vient de là, les sons et les volumes sont complètement, tu sais, incohérents avec la position d'espace et aussi la disparition de certaines couches qui sont complètement paradoxales. Presque psychédélique, quoi. Un peu psychodélique. Mais c'est ça, c'était pas que c'est snob, mais c'était un peu décoratif. Tu sais, quand tu as ajouté des couches et des complexités, parce que tu ne sais pas quoi faire, en fait. Ouais. Et ça, ça t'est arrivé au montage? Oui, ça m'est arrivé là dans cette scène et malheureusement, je n'ai pas trouvé une autre solution. Ouais. Et ça restait dans le film. Bon, c'est pas grave. C'est un moment, et en plus, ce que je dis, c'est subtil. Mais le côté décoratif du son, et si tu vois dans des films normaux, on pourrait vraiment utiliser le concept décoratif pour la totalité du son du film, du montage et mixage son. En général. Mais, alors, c'est difficile parce que pour qu'il ne soit pas décoratif, par définition, non, psychologiquement, il ne devrait pas accompagner l'image, en fait. Oui, c'est ça. Parce que s'il n'accompagne pas du tout l'image, ce n'est pas décoratif. C'est impossible. Parce qu'il a une espèce d'allure ou d'autorité, ou une essence. Oui, et une essence propre qui est qui peut pas être combinée ou échangée avec rien d'autre que son propre, son propre arbitrariété. Alors, c'est ça le côté difficile avec les sons. Parce que soit il veut détruire d'une façon trop consciente, c'est côté décoratif, et tu arrives à un autre côté décoratif parce que tu es allé trop loin. Tu as tiré la corde de l'autre côté. Et tu es trop conscient de la faute du son, mais tu ne trouves pas la solution, ce qui arrive dans cette scène. Ah oui, d'accord. Et tu ne trouves pas la solution, et à la fin, ça est devenu décoratif parce que tu l'as cassé exprès, mais sans donner alternative vraiment où l'autonomie du son est vraiment puissante. Ça, on le voit toujours de façon géniale dans Godard. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que je me souviens, on avait discuté il y a quelques temps de ça et tu m'avais cité comme exemple de montage Godard et Sokourov, ces documentaires de Sokourov. Documentaires, oui. C'est très intéressant. Évidemment, il faut les voir dans de grandes conditions. Moi, je les ai vus dans des conditions, parfois dans le petit écran, à la maison, avec des DVD, mais si tu les vois dans les grands écrans, dans de bonnes conditions, tu vois le travail subtil. Parce que dans Sokourov, il avait quelque chose qui était d'abord une passion pure pour la musique, ce qui l'éloigne aussi de l'idée de on va ajouter des musiques avec des images. Non, là, c'est que de la musique. On s'en fout complètement de l'image. Tu sais alors, et quand il a cette oreille pour la musique de cette façon, et aussi, après, je vois dans le côté Sokourov, il y a un côté artisanat, qu'on dit un peu soviétique, enregistrement de son où l'important c'est qu'il est là, le son. C'est pas sophistiqué. Ça devient sophistiqué à l'oreille d'une façon inattendue. Mais c'est tout le contraire de ça. Il y a un côté artisanat brut. Non, en fait, il y a les grands chefs d'orchestre russes, quand ils devaient jouer de la musique russe, parfois, et il avait des instruments que ce n'étaient pas des bons instruments au niveau de fabrication, parce que là, il n'y avait pas la sophistication de fabrication d'instruments comme en Occident. C'était moins parfait.
Alors, il y a beaucoup de gens, il y a la théorie, il y a des gens qui disent que pour l'interprétation russe, parfois les orchestres russes avec des chefs d'orchestre russes, c'est plus intéressant parce que les instruments sont mauvais. Sont défaillants. Oui, et la brusquerie, non, brusquerie, comment dire, la violence, non, un peu dissonante ou atonale, non, de certains moments, ça convenait mieux à le type de musique et à la spiritualité de certaines musiques. Je ne dis pas tous les auteurs russes, mais certaines, non. Ça peut donner aussi une connotation un peu pompière parfois aussi. Même chez Sokourov, parfois ça peut être limite pompier, quoi. Mais il évite avec ça, parce qu'il y a un côté brusque, un côté artisanat, mais pas sophistiqué. Non, équivalent à cette idée des instruments, des orchestres russes, surtout on parle des orchestres des années 50, 60, 70, non, et qui donnait quelque chose que tu ne peux pas imiter. Comme tu fais ça avec des bons instruments. C'est comme si, parfois, il y a certaines œuvres où des musiciens qui sont un peu moins bien peuvent aussi faire des choses qui sont plus intéressantes par rapport à la musique. Parce que... Mais ça, c'est bon. C'est pour ça que je dis que ça, c'est très sophistiqué, dans le sens que, non, que c'est le chef d'orchestre qui peut arriver à comprendre tout ça. Mais ça arrive dans les films. Je pense que c'est très important, ça. Et après, chez Godard, c'est différent, parce qu'il n'y a pas ce côté artisanal. Il y a un peu le côté artisanal, Godard. Parce qu'il avait la façon de le faire. Tu parles Oui, de la technique. Parce qu'il utilisait toujours des appareils son anciens. Il mélangeait des choses analogiques avec des effets très, très digital et très basiques, avec des effets qui vraiment avec une espèce de densité qui peut... Oui, comme quand le 3D numérique qu'il a utilisé pour faire quelque chose de très trivial. Et là, il échappait un peu à ça. Il était très sophistiqué dans ça, mais sans être sophistiqué. C'est un mauvais mot, être sophistiqué, parce que précisément, ce qui est intéressant, c'est que c'est très très riche et très très complexe, mais pas sophistiqué dans le sens qui est raffiné. Tu sais? Alors, il reste toujours dans cette espèce et qu'il les rapproche un peu à cette utilisation de Sokourov, mais de façon différente. C'est d'une façon, je sais pas, peut-être plus imaginatif, avec plus de fantaisie. Chez Godard aussi, il y a cette idée du collage sonore. Oui. Ça qui donne la fantaisie un peu. Oui. Et cette manière de plaquer aussi des fragments très fragmentaires. L'inattendu. C'est toujours inattendu. Mais justement, dans tes premiers films, même jusqu'au tout premier... c'est pas maniériste, tu sais. C'est toujours, comme c'est toujours inattendu, c'est toujours sec, c'est toujours... Ça peut être, très dense et très... comment dire... non, avec beaucoup d'éléments, tu sais, mais c'est toujours... Mais ça donne une autre lecture de l'image et de la narration aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu utilises, j'avais prévu peut-être un extrait, on n'a encore rien vu, mais c'est plutôt à entendre. Il y a dans La mort de Louis XIV, il y a un départ de symphonie comme ça, et qui du coup amplifie toute la gestuelle très maniériste de Louis XIV, tout ce côté vaniteux. Et puis d'un coup, ça s'interrompt, ça s'arrête au plein milieu du plan, et le plan continue. Du coup, tu crées un signifiant avec le fait que tu interromps comme ça sur des séquences, que tu les fragmentes. Oui, normalement, ça, c'est que tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et tu veux trouver une solution. Et tu ne sais pas comment le faire. Et parfois, c'est ça. Si tu fais des choses complètement absurdes du point de vue objectif, a priori, pour casser quelque chose qui ne tient pas. C'est aussi la même histoire avec la direction d'acteur. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais tu ne sais pas ni quoi, ni pourquoi. Évidemment, parce que les yeux humains, il peut pas le voir. Mais tu le sens. Tu as une sensation désagréable de que ça ne marche pas. Alors, là, la clé de le faire avec une montage son très contrôlé, avec beaucoup de temps, tout ça, que c'est le moment que tu fais les montages son, c'est que tu vas trouver des solutions un peu qui vont te surprendre toi-même. Et les tests, c'est qu'ils restent toujours surprenants. Même si tu les regardes 50 fois, ou 2 jours après, ou 3 jours, ça doit rester surprenant.
Et par exemple, moi, je faisais l'exercice, j'ai à la maison l'histoire du cinéma, mais la bande son. De Godard. Oui, de Godard. Mais que la bande son. Évidemment, tu pourrais faire le DVD, et tu n'as pas de télé, et tu écoutes les... Je ne sais pas si c'est le même enregistrement. J'aimerais de... Tu veux dire si c'est la même, juste le son. Parce qu'ils ont publié que les sons, avec des CD. Et moi, je l'ai. Et parfois, je les mets à la maison, toute l'histoire du cinéma, que les sons, que la bande son. Et c'est fascinant. Et tu peux l'écouter 50 fois, c'est comme, non sais pas. Et c'est toujours, comment dire, imprévisible et différent. Mais avec la voix de Godard, hein, il y a la musique, tout, la bande son, la bande avec son. tout. Ouais. Avec tout. Ouais. Et je sais pas, c'est comme une espèce d'exercice qui t'apprend beaucoup. Parce que c'est tellement créatif. Il y a tellement de solutions, tout le temps de solutions inattendues. C'est presque comme une création radiophonique, en fait. Oui, c'est une performance aussi. L'idée de performance sonore. C'est comme si on était en train de... Tu as la sensation qu'ils sont en train de jouer un peu en direct. Tu sais? que c'est quelque chose qui... Évidemment, parfois, c'est tellement raffiné, ou pas raffiné, mais tellement, tellement riche, non? Que tu vois que c'est pas possible, que c'est vraiment pensé, parce que sinon... Tu ne peux pas contrôler tous les éléments, tu ne peux pas mélanger les éléments de façon comme tu les jettes là et au final, miraculeusement, ça donne ça. Ça, c'est le côté collage, mais le collage contrôlé, quoi. Oui, mais c'est du collage. C'est du collage et c'est vraiment je sais pas, c'est encore comme avec moi. C'est une espèce d'innocence et de violence. Innocence corrompue. Oui, non, tu essayes de... comment dire, être toujours, mais en même temps, tu t'imposes. Mais en même temps, tu n'es jamais toi-même. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une logique interne qui est plus forte que toi. Mais en même temps, tu dois faire des choses, parce que sinon, ça ne sort pas toute seule, cette logique interne. Sinon, tout le monde ferait des films. Oui. Mais en tout cas, pour revenir aussi à tes mises en scène de théâtre, on est parti de là un petit peu à un moment donné, et puis on a repris un autre fil. Mais pour y revenir, juste parce qu'on pourrait imaginer aussi que tu pourrais avoir un goût pour l'opéra ou presque la comédie musicale. Je sais que tu es très fan de Vincente Minnelli. Et quel est ton rapport à ça, à la musique dans une mise en scène comme faisant partie intégrante de... J'ai pas de théorie sur ça, je sais pas. C'est très difficile à dire. En général, j'aime pas quand il y a des chansons dans les films. Même si j'en ai mis, mais... Même chez Minnelli. Non, si moi-même j'en ai mis dans de certaines chansons dans mes propres films, mais c'est quelque chose que, je sais pas, j'aime pas parce que normalement les chansons sont mélodiques. Dans une logique, cette logique du cinéma contemporain où... Vraiment, on veut vivre une vie qui est plus complexe que la vie réelle, qui est plus... Tu sais, les chansons sont un peu... Ça me donne une sensation un peu, comme dire, trop pop, non? Tout est du pop. C'est aussi avec la musique. Si tu écoutes, tu sais, si tu commences à écouter rhythm and blues, après, tu sais, tu dis, écoutez, déjà, quand tu vas plus dans les côtés soul, tu dis, peut-être c'est trop sucré, non? Oui, mais ça dépend comment tu le doses. Dans tes films, oui, mais c'est difficile. Mais je dis, évidemment, sinon il y aurait que de rhythm and blues, ou il y aurait que de Schoenberg, parce que tout le reste nous paraîtrait, comme dire, trop facile. Non? Mais, je ne sais pas, c'est une tension, et c'est une tension physique. C'est comme ce que je disais de l'acteur, il faut lui mettre cette angoisse, et moi j'ai cette angoisse. Quand j'écoute les sons... Toi aussi, oui, j'ai peur qu'il soit trop facile. Non, c'est pas dans les tournages, dans les montages. Sur montage, Et je pense, c'est toujours une angoisse. C'est trop facile. Mais il y a la solution. Comme le faire moins facile. Et c'est pas... Parfois, c'est aussi les monteurs son qui trouvent des idées, parce que c'est lui qui vraiment travaille. Parce que c'est différent le montage image et le montage son. Le montage image, moi, je le fais moi-même. Le montage son, non. Je peux être là, souvent, ou pas très souvent, ça dépend du film, ça dépend de la disponibilité, mais c'est pas moi qui le fais. Tu fais confiance entièrement, tu t'en remets. C'est pas que j'ai fait confiance, mais c'est-à-dire, la personne qui le fait a des outils que je peux pas, dans l'abstraction de mon imagination, je peux pas avoir. Non? Alors, c'est avec ces outils, c'est-à-dire,
des couches et des couches de sons différents, et est en train d'essayer de les combiner, etc., où il va trouver des choses aussi. Et tu ne peux pas trouver un abstrait. Moi, je donne toujours un exemple que je pense que c'est très intéressant. Et ça donne une qualité rare à mes films, et je pense à certains films de la modernité. À cause de ça, pour moi, les images, aussi les sons dans les cinémas, tu ne peux pas procéder comme ils procèdent la plupart des gens qui sont... J'ai fait un scénario dans les beats, non? Et je projette le scénario, il y a des acteurs qui vont là, aussi dans une espèce de... Pas de beat, parce qu'il y a déjà un scénario. Là, tu parles à quel moment? Au moment de tourner. De tourner. Après, il y a d'autres qui vont faire un montage, non? Avec tout ça. Et moi, je ne sais pas, je ne comprends pas comme dans les beats, tu peux vraiment être subtil. Parce que tu compares avec le graphic design, non? Comme on dit, design graphique. Design. Non? Ouais. Et tu dis, je vais faire une affiche. Graphisme. Graphisme, oui. Je vais faire une affiche de cette rencontre, non? Une affiche. Et tu dis, OK, tu dois avoir des idées. Parce que sinon, c'est absurde, non? Mais tu dois avoir une idée au début. Je vais faire, je ne sais pas, avec des grandes lettres, ou avec une photo, ou avec... Non? OK. Non? Tu as un, deux idées, tout ça. Mais dès que tu as une idée, non? Que c'est l'idée que tu dis, bon, je vais aller dans ce côté, dans cette direction, tu dis, c'est mieux en rouge, les lettres, ou en bleu. C'est mieux cette typographie ou l'autre. C'est mieux un peu plus grande ou un peu plus petit les lettres. C'est mieux les lettres qui sont en haut ou en bas. Tu sais, un aveugle, un abstrait, tu peux rien dire. C'est complètement absurde de donner des avis. C'est beaucoup plus facile. Tu mets le rouge et tu mets le bleu. Tu les mets à côté et après, tu commences à avoir la sensation de qu'est-ce que c'est mieux. Mais sans les voir, c'est impossible. C'est impossible, c'est absurde. C'est pour ça que quand je dis, avec les montages son, les personnes qui font les montages son, moi je ne suis pas là, il a des outils, où il a la possibilité de comparer, de vraiment, tu sais, des fois, d'expérimenter, mais sur le physique. C'est lui qui a, comme dire, la vérité. C'est absurde que moi je donne des idées. Évidemment, moi je regarde. Tu donnes des suggestions quand même. Oui. Je regarde et j'ai une sensation. Et je dis, j'aime pas cette sensation. Non, ou ça devrait être ça. Parfois, je peux avoir une idée parce que j'ai beaucoup d'expérience, non, d'avoir fait beaucoup de montages. Et je dis, ah, tu te souviens chaque fois qu'on a fait ça? Peut-être, non? Et lui, après, il trouve des solutions. Mais on parle vraiment de les détails finaux. Il y a beaucoup de choses dans les montages son qui sont évidemment, qui ont des raisons narratives ou antinarratives, mais qui sont liées, pas à l'image concrètement, mais qui sont liées, comment dire, à une espèce de drame sonore qui doit aussi avoir lieu. Non? Il y a une structure dramatique du son. Non? Qui ça se passe quelque chose là, et maintenant ça doit être plus calme parce que je veux qu'il soit plus calme, et maintenant ça doit être un peu plus. Non? Et qui n'est pas forcément lié à ce qu'on voit dans l'image, mais qui a une logique, et qui a une logique narrative. Qui fabrique les situations. Qui fabrique les situations et qui fabrique, comme dire, une perception de les situations dans les temps de l'ensemble du film. Non? Si je dis, maintenant, on est fatigué de trop de sons, maintenant, je veux du calme, non? Pendant quelques minutes. Et ça n'a rien à voir avec l'image. C'est-à-dire, ça n'a aucune raison, aucun rapport avec ce qui se passe dans l'image. Je dis, non, je suis fatigué de tellement de sons dans les scènes précédentes, je veux calme maintenant. Et tu dis, et lui, après, il sera obligé à avoir de la calme dans les sons, mais simplement parce que j'étais fatigué de la propre logique du sonore du film. Rien à voir avec l'image. Donc tu procèdes vraiment... non? Je pourrais dire calme, et dans l'image, il peut y avoir une scène d'action où, théoriquement, on a besoin d'un peu de bruit, parce que ça se passe quelque chose qui, du point de vue sonore, c'est assez, je ne sais pas, assez fort, ou assez, non, qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais si je dis que je vais calme, parce que dans les scènes précédentes, j'étais dans une espèce de sensation presque physique ou intellectuelle ou mentale, et lui, il doit se débrouiller, même s'il y a de l'action là, pour donner du calme, parce que je vais calme maintenant. Et c'est un peu arbitraire, hein? Mais c'est le même arbitraire qu'avec l'image parfois. Tu dis non, avec les monteurs, c'est pour ça que je regarde. On est plusieurs monteurs dans la même chambre, ou dans le même bâtiment, ou dans le même... Non? Et c'est moi qui prends les notes, et j'ai dit, il faut prendre ça. Rien d'autre dans cette scène. Et le monteur doit monter les scènes avec ces éléments. Parce que moi, je l'ai dit. C'est point, c'est fini.
Non, Ouais. parce que... Mais c'est pas sur la logique narrative, c'est ça? Non, c'est ça. Ni narrative, ni dramatique, ni même conceptuel. Ouais. Là, il y a une matière, que c'est physique, que ça, j'aime ça. Mm. Et je ne dois même pas raconter beaucoup de pourquoi j'aime certaines choses, parce que parfois, même moi, je ne le sais pas. Ouais. Je devrais analyser, après, quand tu fais le montage, tu comprends si vraiment là, il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Mais tu sais, l'idée de suivre ça, c'est intéressant, parce que ça va toujours donner une richesse, ça va toujours garder la complexité de la vie. Parce que c'est fait avec de la vie aussi. Et aussi dans la contradiction. Oui, dans la contradiction de la vie. La contradiction dans l'image elle-même. Oui. Mais c'est comment, justement, est-ce que tu viens de dire, c'est toi qui tranche évidemment sur ce que tu veux garder au montage, etc. Mais est-ce qu'il y a un dialogue qui s'opère? Est-ce que parfois tu es convaincu de quelque chose qui se transforme, en fait, d'avoir un avis contraire alors qu'au début tu étais très décidé de... Oui, ça passe tout le temps. Ouais. Mais en même temps, qui est induit par l'extérieur. Les avis contraires sont difficiles à comprendre parce que tu t'habitues à tout. Alors, tu te fatigues de tout. Dans la vie, tu t'habitues à tout. L'homme, c'est un homme d'habitude, non? Et dans les pires conditions, tu arrives à t'y habituer. Non? Et tout crée des... Alors, c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est plus original, par exemple. On n'a pas écouté beaucoup de choses, mais ou pas vu beaucoup d'images. Mais en tout cas, merci Albert pour ton temps et pour cette longue discussion. Ouais. Merci à vous pour être ici. Merci.